Une pauvre femme de ménage épouse un inconnu pour sauver son fils, sans imaginer qu'il était un PDG millionnaire. Claire Moreau avançait dans les couloirs ternes de l'hôpital Tenon, traînant derrière elle un sac usé et l'odeur persistante des produits de nettoyage qui s'accrochaient à ses vêtements. Elle venait de terminer son quart de travail de nuit dans un petit hôtel de la rue de Charonne, où elle nettoyait les chambres avec une précision presque militaire. Il était 7h30 du matin, et Paris s'éveillait lentement derrière les vitres froides de la salle d'attente, où elle s'effondra sur un siège de plastique. Son fils, Louis, âgé de 6 ans, l'attendait dans une chambre d'hôpital fragile et silencieux, une perfusion attachée à son bras mince. Depuis 3 semaines, il était hospitalisé pour des complications respiratoires sévères. Les médecins parlaient d'un traitement urgent, d'examens onéreux et d'une potentielle opération que Claire n'avait tout simplement pas les moyens de payer. Chaque mot tombait comme un coup de marteau et elle se noyait dans des papiers, des refus d'assurance, des formulaires administratifs qu'elle ne comprenait qu'à moitié. À 35 ans, Claire n'avait jamais espéré grand-chose. Fille d'un ouvrier et d'une couturière, elle avait grandi en Seine-Saint-Denis, appris très jeune à se débrouiller seule et s'était résignée à une vie de lutte discrète. Son monde se résumait à Louis, à ses petits rires étouffés par l'atout, à ses yeux clairs et à ses dessins maladroits qu'il laissait sur les murs du studio exigu qu'il partageait dans le 20e arrondissement. Mais ce matin-là, tout semblait s'écrouler d'un seul bloc. Dans sa poche, elle tenait un papier froissé, un avis d'expulsion. 3 loyers de retard, aucune aide approuvée, et un propriétaire qui n'avait plus de patience. Elle l'avait lu 10 fois sans réussir à pleurer. Les larmes, semble-t-il, avaient déserté son corps. Elle ne ressentait plus que le vide, un vide glacial, comme si son cœur s'était figé avec l'hiver. Elle regardait l'horloge murale, les aiguilles tournant sans fin, ignorant sa fatigue, sa douleur, son désespoir. Les autres chaises de la salle étaient vides, hormis une, à l'autre bout, occupée par un homme qu'elle n'avait pas remarqué tout de suite. Il portait un manteau sombre, bien coupé, ses cheveux bruns légèrement ébouriffés. Il feuilletait distraitement un dossier, l'air absorbé, mais ses yeux jetèrent un rapide regard dans sa direction, comme s'il attendait quelque chose. Claire détourna les yeux. Ce genre d'homme ne faisait pas partie de son monde. Elle connaissait les regards compatissants, les jugements déguisés, les silences polis. Elle n'attendait rien de personne, surtout pas d'un inconnu bien habillé dans un hôpital public. Le silence s'installa entre eux. Seul le bourdonnement lointain des machines, les pas pressés des infirmiers et la respiration mécanique d'un distributeur automatique rompaient l'immobilité pesante. Claire serra le sac contre elle, écoutant son ventre gargouiller. Elle n'avait rien mangé depuis la veille au soir. Puis, sans crier gare, l'homme se leva et s'approcha. Il s'assit sur la chaise voisine, avec une aisance calme, presque déconcertante. Claire se raidit. « Vous êtes Claire Moreau, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix posée, légèrement grave. Elle tourna la tête lentement, le regard méfiant. « Qui êtes-vous ? Pourquoi vous me connaissez ?» Il posa le dossier sur ses genoux, entrelaça les doigts. Il ne souriait pas. Ne prenait pas ce ton doucereux que prennent ceux qui veulent amadouer. Il était simplement présent. « Je m'appelle Julien Delattre. J'ai entendu parler de votre situation. J'ai une proposition à vous faire. » Elle fronça les sourcils, cherchant la caméra cachée, la farce, le piège. Le nom ne lui disait rien, mais son attitude n'était pas celle d'un plaisantin. « Qu'est-ce que vous me voulez ? Vous êtes médecin ? Assistant social ?» Il secoua la tête. « Rien de tout ça, disons que je peux vous aider. Mais ce n'est pas une aide gratuite, c'est un contrat, une union civile. Vous m'épousez et en échange, vous aurez accès à une couverture santé complète. Tous les frais de votre fils seront pris en charge. » Claire le fixa hébétée. « Un mariage ? Pour avoir une mutuelle ?» Il hocha la tête imperturbable. « Exactement. Une union légale, mais purement administrative. Rien ne vous sera demandé d'autre. Ni amour, ni intimité. Juste votre signature. » Elle éclata d'un rire sec, presque nerveux. « Vous êtes fou. » Julien ne broncha pas. Il ouvrit le dossier. À l'intérieur, un contrat déjà préparé avec son nom à elle tapé noir sur blanc. Elle vit aussi le nom de son fils, inscrit dans une clause particulière concernant la prise en charge médicale. « Je vous laisse réfléchir, mais vous devez savoir que votre fils a besoin de soins urgents. Le temps n'est pas votre allié.
Elle voulut protester, se lever, fuir. Mais ses jambes ne répondirent pas. Elle fixait les feuilles, son cœur battant à tout rompre. 1 million de questions se heurtèrent dans sa tête. Il se leva, remit le dossier sur la chaise et s'éloigna sans un mot de plus, laissant derrière lui une odeur subtile de bois et de pluie. Claire resta seule. Dans la salle vide, avec ce dossier devant elle et le poids de la décision la plus étrange de sa vie, qu'au fond du couloir, un médecin l'appelait déjà pour lui parler à nouveau de Louis. Elle baissa les yeux vers les papiers, ses mains tremblantes. Puis, sans comprendre pourquoi, elle les prit. Un choix venait de s'imposer. Un choix qu'elle n'aurait jamais cru devoir faire. Et peut-être, juste peut-être, que ce n'était que le début. Claire n'avait pas dormi de la nuit. Le dossier restait sur la petite table branlante de la chambre d'hôpital, comme une présence obsédante, irradiant une chaleur étrange, presque palpable. Elle l'avait ouvert, refermé, lu chaque clause, puis relu encore, sans jamais parvenir à trouver la faille. Tout semblait légal, clinique, impersonnel. Et pourtant, l'absurdité de la proposition ne cessait de la hanter. Épouser un inconnu, signer un contrat qui changerait radicalement sa vie et celle de Louis. Elle n'avait parlé à personne, ni aux infirmières, ni aux assistantes sociales, ni même à sa sœur qu'elle ne voyait que rarement. Le silence lui semblait plus sûr, plus protecteur. Louis dormait profondément à ses côtés, son petit torse se soulevant péniblement sous le poids de l'oxygène. Chaque respiration lui rappelait l'urgence, et chaque souffle difficile était une nouvelle lame dans le cœur de Claire. À 6 heures du matin, alors que la ville s'étirait lentement sous les premiers éclats de lumière, elle prit une décision. Elle enfila ses vêtements sans bruit, glissa le contrat dans son sac et quitta l'hôpital sans se retourner. Le numéro de téléphone de Julien figurait sur une carte glissée entre les feuilles. Elle l'appela. Il répondit immédiatement. « Je suis prêt. L'officier d'état civil aussi. Il ne manque que vous. » Elle n'eut pas le courage de demander comment il avait préparé tout si vite. Elle se contenta d'acquiescer. 1 heure plus tard, dans une petite mairie du 9e arrondissement, Claire Moreau devint Madame Delattre. La cérémonie fut expéditive, sans fleurs, sans témoins, sans promesses. Juste des signatures, un tampon officiel et une alliance sobre qu'il lui passa au doigt sans un mot. En sortant, elle sentit le froid de décembre mordre ses joues. Julien ne lui proposa pas de monter dans sa voiture. Il marcha simplement à ses côtés, comme si ce mariage n'avait rien changé. Et peut-être, pour lui, que cela ne changeait rien du tout. « Vous avez des questions ?» demanda-t-il une fois dans la rue. « Non. Juste une seule. Pourquoi moi ?» Il réfléchit un moment avant de répondre. « Parce que vous n'avez rien à perdre, et tout à gagner. » Elle ne répliqua pas. Le silence valait mieux que toute réponse. Ils se séparèrent là, au coin de la rue, comme 2 inconnus après une conversation banale. Claire retourna à l'hôpital, l'anneau au doigt et la gorge nouée. À la réception, elle montra la nouvelle attestation de mariage. Le personnel changea aussitôt d'attitude. Une assistante lui sourit avec compassion. Un médecin lui parla avec plus de considération. Et surtout, les papiers d'autorisation pour l'opération de Louis furent soudainement approuvés. La vie avait basculé, trop vite, trop brutalement. Le lendemain, alors qu'elle descendait acheter un café à la machine du rez-de-chaussée, elle aperçut une femme assise sur un banc en train de lire un magazine. L'article en couverture la figea. Le géant invisible, l'homme derrière l'empire Delattre Technologies. Et sous le titre, la photo de Julien. Son Julien, son mari. Claire saisit le magazine avec des doigts que tremblants. L'article parlait de lui comme d'un visionnaire discret, un magnate de la technologie française, à la tête d'une fortune colossale. L'homme était un des entrepreneurs les plus puissants d'Europe. Son nom apparaissait dans les sphères économiques, politiques, philanthropiques. Elle sentit le monde se dérober sous ses pieds. Elle courut jusqu'à la chambre d'hôpital. Louis dormait toujours. Elle referma la porte et s'assit, le magazine sur les genoux. La colère montait lentement. Pourquoi ne l'avait-il pas dit? Pourquoi lui avait-il caché cette identité? Elle ne savait presque rien de lui, sauf qu'il portait un costume sur mesure et avait les moyens d'acheter son silence. Elle l'appela. Il répondit après la première sonnerie. « Julien, pourquoi? Pourquoi vous m'avez caché qui vous étiez ?» Un long silence s'installa. Puis il répondit calmement. « Parce que mon nom complique tout, et parce que le
Véritable motif de cette union viendra en son temps. Vous comprendrez bientôt. Elle raccrocha, la gorge serrée. Ce même jour, en rentrant chez elle pour chercher quelques affaires, elle découvrit quelque chose d'encore plus troublant. Des regards, des murmures. Des voisins qu'elle ne connaissait même pas l'observaient à travers les rideaux entr'ouverts. Une femme du 3e étage s'approcha et lui dit, d'un ton étonné, « On vous a vu dans un article, vous savez, votre mari, c'est vraiment lui ?» Claire se contenta de hausser les épaules et monta les escaliers. Elle s'effondra sur son lit, les bras en croix, le plafond tournant au-dessus d'elle. Son téléphone vibra. Un message inconnu. « Madame Delattre, vous êtes cordialement invitée au gala annuel de l'Institut technologique français. Tenue de soirée exigée. » Elle relut le message 3 fois. Le téléphone vibra de nouveau. Cette fois, un appel. Un autre inconnu. « Bonjour, je suis l'assistante de Monsieur Delattre. Une voiture viendra vous chercher demain à 19 h précises. Le styliste passera chez vous dans l'après-midi pour les essayages. Toutes les dépenses sont prises en charge. » Elle n'eut même pas le temps de refuser. L'appel fut interrompu. Le lendemain, une robe magnifique fut livrée. Un tailleur, 2 maquilleurs, un coiffeur passèrent tour à tour. Claire se regardait dans le miroir sans se reconnaître. Elle ressemblait à une actrice de cinéma ou à une héroïne sortie d'un magazine de luxe. À 19 h précises, la voiture attendait. Elle monta glacée d'angoisse. Le gala se tenait dans un ancien motel particulier du 16e arrondissement. Lustre doré, champagne coulant à flots, invité en smoking et robe de créateur. Julien l'attendait au bas des marches, vêtu d'un costume noir impeccable. Il l'accueillit d'un hochement de tête, posa sa main sur le creux de son dos. « Merci d'être venu. Ai-je eu le choix ?» Il ne répondit pas, ils entrèrent. Tous les regards se tournèrent vers eux. Des murmures naquirent, des sourires hypocrites, des questions étouffées. Claire comprit alors que sa vie ne serait plus jamais anonyme, et que le monde dans lequel elle venait d'entrer n'avait rien de simple ni de charitable. Claire se tenait immobile au milieu du salon silencieux, les rideaux encore tirés filtrant une lumière pâle de fin d'après-midi. Devant elle, le journal du matin trônait sur la table basse, ouvert à la double page centrale. Un portrait en noir et blanc de Julien Delattre occupait toute la moitié gauche et en dessous, le titre claquait comme une vérité assénée. Le milliardaire discret s'est marié dans le secret, qui est Claire Moreau, la nouvelle madame. Delattre, chaque ligne semblait ciselée pour provoquer l'étonnement, le mépris ou la curiosité mal placée. Les détails de sa vie y étaient étalés comme dans un dossier d'enquête. Son emploi de femme de ménage, son adresse, dans un quartier populaire, sa situation de mère célibataire. L'article ne laissait aucun doute. Aux yeux de la presse, elle était une intrigante, une inconnue sans fortune ni éducation, tombée miraculeusement dans les bras d'un homme dont le nom seul suffisait à faire trembler les marchés boursiers. Elle se sentit salie, non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'on lui prêtait comme intention. Elle n'avait jamais voulu ça. Ce mariage n'était qu'un pacte de survie, une décision prise dans le désespoir. Et pourtant, elle était désormais celle que tout Paris regardait de travers. Elle voulut appeler Julien, obtenir des explications, une défense, une parole de soutien. Mais il restait injoignable. Son téléphone sonnait dans le vide, ou tombait, directement sur une boîte vocale aseptisée. Elle se rendit à l'adresse de son bureau, un immeuble de verre et d'acier dans le quartier de la Défense, et dut passer plusieurs contrôles avant d'atteindre un étage où l'on lui dit poliment que M. Delattre était en réunion, puis en déplacement, puis indisponible. La froideur du personnel l'atteignit plus que les rumeurs. On la regardait comme une intruse, une anomalie. Même les sourires étaient pleins de sous-entendus. Une secrétaire murmura à l'oreille d'une autre en la voyant passer. « C'est... elle, la femme du patron, incroyable, non ?» Claire sentit ses joues s'enflammer. Elle fit demi-tour, le cœur battant, jurant de ne plus jamais remettre les pieds ici. Le soir même, en rentrant à l'hôpital, elle trouva Louis en pleine crise de toux. Une infirmière courait dans la chambre, ajustant les machines, appelant un médecin. Claire se précipita vers lui, s'accrocha à sa petite main moite, luttant pour ne pas céder à la panique. Ce n'est qu'au bout d'1 heure que la situation se stabilisa. Le médecin lui parla d'un nouveau protocole, d'un traitement plus fort désormais possible, grâce à la couverture obtenue par son nouveau statut de conjointe de Julien. Elle remercia d'un signe de tête, les yeux encore embués. Plus tard, dans le silence revenu,
Elle se pencha sur son fils endormi. Elle lui caressa doucement les cheveux, pensant à la promesse silencieuse qu'elle avait faite. Tenir bon, quoi qu'il en coûte. Mais les jours suivants ne firent qu'accentuer le malaise. On lui envoyait des invitations, des cartons dorés pour des événements qu'elle ne comprenait pas. Des photographes l'attendaient parfois à la sortie de l'hôpital. Une voiture noire la suivait sur plusieurs pâtés de maison. Elle commençait à craindre pour sa sécurité. Et au milieu de ce tumulte, Julien demeurait un fantôme. Elle finit par le confronter. Elle profita d'un événement public, une conférence sur l'innovation numérique à laquelle il participait. Elle attendit qu'il sorte, seul, dans le froid, dissimulé derrière un pilier de l'auditorium. Lorsqu'il apparut, entouré de journalistes, de collaborateurs, elle se planta devant lui. Il s'arrêta net, surpris. « Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais ?» Il lui fit signe de le suivre, l'écarta de la foule et la mena dans une pièce isolée. « Je ne t'ai pas menti, dit-il enfin. Je ne t'ai simplement pas tout dit. Ce n'est pas une nuance, Julien. Tu m'as embarqué dans quelque chose que je ne comprends pas. Tu savais que la presse me tomberait dessus, que je serais attaqué, humilié. » Il resta silencieux, les bras croisés. Puis, d'une voix plus douce, « Si je t'avais dit la vérité dès le départ, aurais-tu accepté ?» Elle baissa les yeux, peut-être pas. Mais j'aurais eu le choix. Là, je me suis réveillé dans une vie qui n'est pas la mienne. Il soupira, passa une main dans ses cheveux. Le motif réel viendra à toi en temps voulu. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer maintenant. Mais je te le promets, Claire, tu comprendras bientôt. Elle n'en tira rien de plus. Pas une explication, pas une excuse. Il retourna à ses obligations, la laissant une fois de plus seule avec ses doutes. De retour chez elle, elle trouva dans sa boîte aux lettres un carton d'invitation, glissé, sans timbre ni nom d'expéditeur. L'écriture était fine, presque aristocratique. « Madame Delattre, le cercle souverain vous convie à son dîner privé, tenue exigée, discrétion assurée. » Elle n'avait jamais entendu parler de ce cercle. Mais quelque chose dans la formulation lui donna des frissons. Elle hésita à y aller, mais la curiosité fut plus forte. Le dîner se déroula dans un hôtel particulier, dissimulé derrière une grille imposante, avenue Foch. On la conduisit dans une salle éclairée par des bougies où une quinzaine de personnes étaient déjà attablées. Des visages connus, issus des pages économiques des magazines, la saluèrent avec de faux sourires. « Alors, c'est vous la mystérieuse épouse ?» demanda une femme aux cheveux blancs, son regard acéré. Claire répondit poliment, mais les piques continuèrent. On pensait que Julien finirait seul. Il faut croire qu'il a ses failles, ou ses faiblesses, ajouta un homme en costume beige. Elle se sentit encerclée, disséquée. Ce monde n'était pas fait pour elle. Et pourtant, elle y était désormais, liée. Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, elle s'assit devant le miroir et observa longuement son reflet. Elle ne savait plus si elle voulait comprendre les raisons de Julien ou juste s'enfuir loin de tout ça. Mais une chose était sûre, elle ne pourrait pas faire marche arrière. La voiture ralentit devant l'imposante façade vitrée du siège de Delattre Technologies. Claire, vêtue d'un tailleur sobre, mais élégant choisi par l'assistante de Julien, inspira profondément avant de sortir. Le chauffeur ouvrit la portière sans dire un mot. À peine avait-elle posé le pied sur le sol que déjà 2 employés passaient à côté d'elle sans même la saluer, murmurant tout bas. Elle sentit les regards glisser sur elle comme des lames froides. Depuis que son nom figurait dans les bases de données de la multinationale, Claire était considérée comme une pièce étrangère, une tache sur la surface brillante de l'élite. Julien, qui l'avait invitée à assister à une réunion stratégique pour mieux comprendre le fonctionnement global, l'attendait dans le hall, ponctuel comme toujours, entouré de son équipe. Il lui adressa un simple signe de tête, ni distant ni chaleureux. Elle comprit aussitôt qu'ici encore elle était seule. Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, le silence se fit presque instantanément. Une trentaine de cadres, tous tirés à 4 épingles, la dévisagèrent, avec une curiosité teintée de mépris. Une femme aux cheveux relevés en un chignon sévère lui tendit un dossier sans un mot. Claire s'assit à l'écart, le cœur battant trop fort. Les mots échangés autour de la table étaient techniques, froids, truffés d'anglicismes et de chiffres qui lui échappaient. Elle tenta de suivre, de comprendre, mais chaque phrase semblait conçue pour exclure ceux qui ne parlaient pas le même langage. Julien ne la regardait presque pas.
Il se comportait comme un professionnel devant une inconnue, et ce rôle la blessait plus qu'elle ne voulait l'admettre. À la fin de la réunion, alors que tout le monde quittait la pièce, un homme s'approcha d'elle. Il portait des lunettes fines et un sourire pincé. « Madame Delattre, si vous avez besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce qu'on raconte ici, je peux vous en offrir un, dit-il à voix basse. Claire le regarda, glaciale. Et si vous avez besoin d'un peu d'humanité, je peux vous en prêter. Elle se leva, laissant son dossier fermé sur la table, et sortit sans un mot de plus. Dans l'ascenseur, elle sentit les larmes monter, mais les ravala. Elle ne pleurerait pas ici, pas devant eux, pas dans cet édifice où tout n'était que façade de verre et miroir. Lorsqu'elle retrouva l'air libre, elle se sentit comme une prisonnière temporairement relâchée. À l'hôpital, les nouvelles n'étaient guère meilleures. Louis, bien qu'il réagît aux médicaments, semblait de plus en plus abattu. Il posait des questions, et Claire ne savait plus comment y répondre. Pourquoi ils avaient déménagé? Pourquoi elle portait maintenant un anneau? Qui était cet homme qui venait parfois la chercher en voiture, mais ne parlait jamais à Louis? L'enfant commençait à percevoir que quelque chose clochait. « C'est un prince, maman », demanda-t-il un soir, en jouant avec ses figurines. « Non, mon cœur, c'est juste un homme qui nous aide. »« Et tu l'aimes ?» Claire hésita. Elle aurait pu dire non, elle aurait pu inventer, mais elle préféra rester dans l'entre-deux. « C'est compliqué. » Louis fronça les sourcils, comme s'il comprenait que ce mot-là cachait une douleur. Dans les jours suivants, Claire tenta de s'adapter à sa nouvelle routine. Entre les soins de Louis, les événements mondains, les apparitions nécessaires au bras de Julien, elle sentait sa propre identité s'effacer. Elle n'avait plus le temps de nettoyer des chambres, ni de se retrouver seule avec ses pensées. Elle était devenue une silhouette que l'on promenait, que l'on jugeait, que l'on commentait à voix basse dans les couloirs dorés. Un après-midi, alors qu'elle explorait les étages supérieurs du siège de la société, là où se trouvait le bureau de Julien, elle s'égara dans un couloir moins fréquenté. Les murs y étaient ornés de photos anciennes, de trophées, de documents, encadrés. Elle poussa une porte entr'ouverte et se retrouva dans un petit bureau abandonné. Sur le bureau, une vieille machine à écrire, un carnet fermé par un ruban noir, et posé sur une pile de dossiers, une enveloppe. Elle n'aurait jamais dû l'ouvrir, mais elle le fit. À l'intérieur, une lettre manuscrite, datée de 6 ans plus tôt. Elle n'était pas signée. « Julien, tu m'as sauvé. Tu ne m'as rien demandé en retour. Tu as été la main tendue au moment où tout s'effondrait. Je ne t'ai jamais remercié à la hauteur de ce que tu as fait. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à toi. Ne laisse jamais ton cœur se fermer. Continue de croire que la bonté peut être cachée, mais jamais détruite. » Claire lut et relut ces lignes, le cœur battant. Il avait donc déjà fait cela. Une fois, au moins. Il avait tendu la main à quelqu'un, sans raison apparente, sans attente. Cela changeait tout, ou peut-être rien. Elle remit la lettre à sa place, referma la porte et descendit les escaliers lentement. Un flot de pensées l'envahit. Si Julien n'était pas l'homme froid et distant qu'il paraissait être en public, s'il agissait toujours dans l'ombre, protégé par le silence, et si elle-même n'était qu'un chapitre de plus dans une histoire qu'il écrivait depuis longtemps. Mais à quoi rimait ce jeu? Pourquoi ne pas lui parler ouvertement? Pourquoi la maintenir dans l'ignorance alors qu'elle portait désormais son nom et vivait sous sa protection? En rentrant ce soir-là, elle prépara un repas simple. Louis mangea sans appétit. Après l'avoir couché, elle s'assit dans le salon, la lettre gravée dans sa mémoire. Et elle se dit qu'il était temps qu'elle découvre la vérité. Pas pour se défendre, mais pour comprendre enfin pourquoi elle avait été choisie. Le matin s'éveilla sur Paris dans une lumière laiteuse, presque irréelle. Claire, encore habitée par les mots de la lettre anonyme découverte dans l'ancien bureau de Julien, descendit les escaliers du siège de Delattre Technologies avec un mélange de fébrilité et d'inquiétude. La missive tournait en boucle dans sa tête, les mots gravés comme un écho lancinant. Qui était cette femme sauvée par Julien? Et pourquoi cette histoire lui ressemblait-elle autant? Elle tenta, dans les jours suivants, de trouver une trace de cette correspondance dans les archives accessibles de la société. Elle retourna au même étage, interrogea discrètement des employés plus anciens, ceux qui avaient connu les débuts de l'entreprise. Tous se refermaient dès qu'elle évoquait le passé de Julien. Certains détournaient le regard, d'autres prenaient un air surpris.
comme s'ils n'avaient jamais entendu parler d'un quelconque acte de charité de leur patron. Elle commença à comprendre que Julien, s'il avait réellement aidé cette femme, avait veillé à ce que cela reste secret. Il ne cherchait ni reconnaissance, ni gratitude publique. Cela n'était pas un coup de communication. Cela avait été un acte sincère, isolé, presque clandestin. Mais alors, pourquoi recommencer avec elle? Était-ce une coïncidence? Était-elle aussi une âme en détresse parmi d'autres? Ou y avait-il un lien plus profond, plus personnel entre lui et les femmes qu'il semblait secourir en silence? Claire n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Ce jour-là, un appel du médecin de Louis l'arracha à ses questions. Il lui annonçait que Julien avait annulé tous ses rendez-vous pour passer voir Louis. Elle fut surprise. Julien n'était jamais venu à l'hôpital sans l'en informer. Il restait distant, discret, souvent absorbé dans ses obligations. Cet écart à sa routine glaciale éveilla quelque chose chez elle. Elle se précipita à l'hôpital. Lorsqu'elle arriva devant la chambre de son fils, elle ralentit le pas. À travers la vitre, elle aperçut Julien seul assis sur une chaise penché vers le lit. Il ne parlait pas. Il tenait la petite main de Louis dans la sienne, silencieux. Ce qui la frappa, ce fut son visage. Il ne portait plus le masque figé de l'homme d'affaires. Il était vulnérable, les traits tirés, les yeux embués. Elle le vit essuyer une larme discrète du revers de la manche. Claire resta figée dans le couloir, incapable d'entrer. Cette scène, aussi intime qu'inattendue, la désarma. Julien n'était pas cet homme de pierre qu'elle croyait. Il souffrait. Il tenait à Louis. Peut-être plus qu'elle ne l'avait compris. Peut-être même plus qu'il ne voulait se l'avouer. Elle attendit qu'il sorte. Lorsqu'il apparut enfin, elle le confronta doucement. « Pourquoi es-tu venu sans me prévenir ?» Il détourna le regard, comme gêné. « Je voulais voir comment il allait. Rien de plus. Tu n'étais pas obligé de pleurer alors. » Il marqua un temps. « Je n'ai pas pleuré. Je t'ai vu, Julien. » Il ferma les yeux un instant, comme pour reprendre le contrôle. « Ce n'est pas facile. De le voir comme ça, fragile, innocent, et de savoir que je peux aider mais pas guérir. » Claire s'approcha, parla plus bas. « Tu l'aimes, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas, mais son silence était éloquent. Les jours suivants furent étranges. Une tension nouvelle s'installa entre eux, plus douce, moins hostile. Claire sentait que Julien essayait de faire des efforts. Il l'écoutait davantage. Il partageait quelques bribes de sa journée. Mais il restait prudent, distant, comme s'il craignait que toute proximité ne ruine le fragile équilibre de leur accord. Elle, de son côté, continua d'enquêter. Elle fouilla dans les rapports financiers, dans les fonds caritatifs de l'entreprise. Elle découvrit l'existence d'un programme discret, non publicisé, qui finançait des soins médicaux pour des personnes en difficulté. Aucun nom n'était mentionné. Aucune campagne de communication ne venait l'accompagner. Le budget alloué était minime comparé à la fortune de la société, mais il existait. Elle trouva aussi des documents signés de la main de Julien, autorisant des virements ponctuels à des associations obscures, souvent dirigées par d'anciens bénéficiaires. Tout était soigneusement dissimulé, presque honteusement. Puis un soir, elle décida de retourner dans le bureau oublié où elle avait trouvé la lettre. Elle fouilla avec plus de rigueur. Derrière un tiroir coincé, elle découvrit une série de carnets, des journaux intimes, à demi remplis où Julien écrivait à la main. Ce qu'elle lut la bouleversa. Il parlait de solitude, d'un sentiment d'échec, de ne pas savoir comment créer du lien sans que tout ne devienne calcul, suspicion, stratégie. « J'ai sauvé cette femme », disait une page, « et j'ai cru que cela me réparerait. Mais je suis toujours seul, toujours enfermé dans un monde de murs transparents. » Claire referma le carnet bouleversé. Julien n'était pas simplement riche, il était brisé. Et ce mariage, elle commençait à le comprendre, n'était peut-être pas uniquement un acte de charité. C'était une tentative maladroite de recréer un lien humain là où tout s'était effondré. Elle rentra tard, ce soir-là. Louis dormait profondément. Elle s'assit à côté de lui, passa ses doigts dans ses cheveux. Puis elle regarda l'anneau à son doigt, cet objet froid qu'elle avait porté comme une dette. Elle comprenait maintenant que Julien, dans sa manière étrange, tentait peut-être de construire quelque chose. Pas par amour, pas encore, mais par besoin. Un besoin aussi vital que celui qu'elle ressentait chaque fois qu'elle posait les yeux sur son fils. Et cela, pour la première fois, la troubla,
Le tumulte éclata un jeudi matin, brutal et sans avertissement. Claire s'éveilla au son de son téléphone qui vibrait sans cesse sur la table de nuit. Elle l'attrapa d'une main lasse, encore à moitié endormie, mais son regard s'ouvrit en grand dès les premiers mots des messages qui s'enchaînaient. Des captures d'écran, des liens vers des articles, des appels manqués. Tous convergeaient vers une seule et même nouvelle. Le mariage secret entre Julien Delattre et Claire Moreau avait été dévoilé par la presse, et pas sous un angle bienveillant. Les titres étaient acides, les mots choisis pour choquer. Un coup de théâtre chez Delattre Technologies. Le PDG épouse une femme de ménage. Mariage intéressé ou manœuvre juridique. Qui est vraiment Claire Moreau? Des photos d'elle prises à la volée la montraient sortant de l'hôpital, entrant dans la voiture de Julien, marchant seul dans la rue, la tête baissée. Tout y était. Même Louis, flouté dans certains clichés, mais identifiable dans d'autres. Claire sentit une nausée l'envahir. Elle tenta d'appeler Julien, mais il ne répondit pas. Elle appela son assistante, puis un avocat dont le nom figurait dans les contacts que Julien lui avait fournis à la signature du contrat. Personne ne décrocha. Elle était seule, exposée. Et chaque minute semblait amplifier le scandale. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Les commentaires pleuvaient, cruels, moqueurs, parfois même menaçants. Certains l'accusaient de manipulation, d'autres d'avoir utilisé son enfant malade pour attirer la pitié d'un homme puissant. En milieu de journée, les chaînes d'information continuaient à diffuser en boucle les images d'archives, mêlées à des spéculations en plateau. Des experts en stratégie d'entreprise discutèrent du possible impact de ce mariage sur la réputation de Delattre Technologies. Un consultant en images affirma avec assurance « Cela ressemble à une opération de diversion. Peut-être une manière d'éviter un scandale plus grand. » Claire écoutait, incrédule. Elle n'était plus une femme ni une mère, mais une hypothèse publique. Quand elle arriva au siège de l'entreprise, après une nuit blanche, les agents de sécurité la stoppèrent à l'entrée. Elle ne figurait plus sur la liste d'accès prioritaire. Elle montra sa carte d'identité, son acte de mariage, mais rien n'y fit. Une voix dans un oreillette, après un bref échange, ordonna « Elle ne passe pas ». Humiliée, elle recula, les yeux brûlants, consciente que les employés qui passaient la regardaient. Elle remonta dans le taxi qui l'attendait, serra les poings. Quelque chose clochait. Julien aurait dû intervenir, parler à la presse, la défendre, ou au moins lui donner des consignes. Mais son silence était assourdissant. Elle retourna à l'hôpital. Là, au moins, elle retrouvait un semblant de paix. Louis, qui avait été tenu à l'écart du tumulte médiatique, l'accueillit avec un sourire fatigué. Elle s'efforça de rester forte, de ne rien laisser transparaître. Mais à chaque instant, elle vérifiait son téléphone, espérant un message de Julien, un mot, une explication. Rien ne vint. Puis, en fin d'après-midi, une visite inattendue bouleversa davantage l'équilibre fragile de Claire. Une femme entra dans la chambre d'hôpital sans frapper. Élégante, sûre d'elle, elle avançait avec la certitude de ceux qui savent qu'ils ne seront pas arrêtés. Claire se leva immédiatement. « Vous êtes » Hélène Darcourt. « Je suppose que Julien vous a parlé de moi. » « Non » Claire resta muette. « Je suis son ancienne fiancée. » Et avança sa partenaire dans plusieurs projets philanthropiques. On a vécu ensemble pendant presque 5 ans. La voix d'Hélène était calme, mais chaque mot était une flèche parfaitement tirée. « Je suis venu vous dire une chose. Claire, ce mariage, vous allez l'annuler. Rapidement. Ce que vous avez déclenché met en danger beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer. » Claire s'approcha, les épaules droites. « Je n'ai rien déclenché. Je n'ai fait qu'accepter une proposition pour mon fils. » Hélène haussa les sourcils. « Touchant, mais naïf. Julien joue avec le feu et vous êtes l'allumette. Si vous restez, ce n'est pas seulement sa réputation qui s'effondrera. C'est son pouvoir et tout ce qu'il protège. Et vous croyez que me menacer changera quoi que ce soit ?» répliqua Claire, le regard fixe. « Ce n'est pas une menace, Claire. C'est un avertissement. Ce monde n'est pas fait pour vous, et tôt ou tard il vous le rappellera de la pire façon. » Elle sortit sans attendre de réponse, laissant Claire seule, le souffle court, la colère bouillonnante. Le soir venu, Julien se manifesta enfin. Il arriva sans prévenir en fin de visite, son visage plus fermé que jamais. Claire l'attendait dans le couloir. « Tu vas parler à la presse? Tu vas me défendre? Tu vas dire à ces gens que ce mariage était ton idée ?» Il la regarda longuement.
Il vaut mieux ne rien dire pour l'instant. Ne rien dire? Tu plaisantes? Ils me déchirent. Ils exposent Louis. Et toi, tu te caches? Plus on parle, plus il fouille. Il faut laisser passer l'orage. Elle secoua la tête, incrédule. Hélène est venue. Elle m'a dit d'annuler le mariage. Tu savais? Il resta muet. Dis quelque chose, Julien. Il finit par murmurer. Je ne peux pas te protéger de tout. Il y a des choses que tu ne sais pas. Alors dis-les-moi. Mais il ne dit rien de plus. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle comprit qu'elle n'était plus seulement une femme perdue dans un monde qui n'était pas le sien. Elle était désormais une cible. Et la seule façon de survivre serait de comprendre enfin dans quoi elle avait été entraînée. Julien croyait la protéger par le silence. Mais ce silence risquait de tout détruire. Le lendemain matin, Claire se regarda longuement dans le miroir de la salle de bain de l'hôpital, les traits tirés, les cernes marquant son visage comme les sillons d'un champ labouré par la fatigue. Mais au fond de ses yeux, quelque chose avait changé. Ce n'était plus la peur ni la confusion. C'était une décision froide et claire comme une lame. Elle en avait assez d'attendre des réponses, assez de subir en silence les attaques d'un monde qu'elle n'avait jamais voulu rejoindre. Si Julien refusait de parler, elle les obtiendrait autrement. Et si on la prenait pour une idiote, elle prouverait que même les voix les plus discrètes pouvaient se faire entendre. Elle commença par contacter un avocat. Pas celui que Julien lui avait indiqué, mais un autre, spécialisé en droit des familles et en contrat de société. Une femme, maître Isabelle Lacroix, ancienne juge, réputée pour son intégrité et son refus de se laisser impressionner. Claire lui exposa la situation, sans filtre. Le mariage contractuel, la maladie de son fils, le silence de Julien, les attaques médiatiques, les menaces d'Hélène. Maître Lacroix, après avoir tout écouté, ferma son carnet de notes et déclara avec calme « Vous êtes mariés? Légalement. Vous avez des droits, et votre fils aussi. Nous allons les faire valoir. Il est temps que vous repreniez le contrôle de ce récit. » Claire signa une procuration. Dès le lendemain, une requête officielle fut envoyée à Delattre Technologies pour obtenir les détails financiers du mariage, la nature des clauses internes à la société impliquant l'héritage et les conditions de protection de l'image de Louis. Un geste symbolique mais clair, elle ne se laisserait pas effacer. Puis elle retourna à l'entreprise. Cette fois, elle ne se contenta pas de rester dans l'ombre. Elle demanda à assister à la prochaine réunion du comité stratégique. Les murmures reprirent dès son entrée, mais elle les ignora. Elle s'assit à la table, ouvrit un carnet, écouta, observa, prit des notes. Julien arriva en retard, visiblement surpris de la voir là. Il ne dit rien, mais son regard resta sur elle plus longtemps qu'à l'accoutumée. À la fin de la réunion, alors que les participants débattaient d'une impasse sur un projet d'expansion en Asie, Claire se pencha vers le micro et prit la parole. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en assurance au fil des phrases. « Excusez-moi, je ne suis pas spécialiste, mais est-ce que vous avez envisagé de segmenter les partenariats locaux selon les blocs réglementaires régionaux plutôt que par pays? Il y a des synergies fiscales et logistiques à exploiter. Si vous arrêtez de penser selon une structure purement étatique. » Le silence fut immédiat. Tous les regards se tournèrent vers elle. Un homme tenta de protester, mais Julien le fit taire d'un geste. Il fixa Claire. « Poursuivez. » Elle expliqua, s'appuyant sur des éléments simples qu'elle avait découverts, en lisant des articles économiques et en observant les comptes rendus de projets antérieurs dans les documents publics de l'entreprise. Elle démontra avec des mots clairs que certaines erreurs de stratégie provenaient d'une vision trop centralisée du développement international. Quand elle termina, le silence demeura. Puis, lentement, quelques têtes hochèrent en signe d'approbation. Julien, lui, restait impassible, mais ses doigts tambourinaient légèrement sur la table, un signe qu'elle apprit à reconnaître comme une manifestation de tension maîtrisée. Après la réunion, il la rattrapa dans le couloir. « Tu as étudié nos rapports? Tu pensais que j'allais rester passive? Que j'allais juste me taire pendant que tout le monde me piétine ?» Il la fixa plus attentif qu'il ne l'avait jamais été. « Ce que tu as dit, c'était juste. Très juste. Je ne suis peut-être pas diplômé d'HEC, Julien, mais je sais réfléchir. Et surtout, je sais ce que signifie être exclu. Je ne veux plus de ça. Je veux comprendre ce monde si je dois y vivre. » Il sembla sur le point de répondre, mais un collaborateur l'interrompit pour un appel urgent. Claire s'éloigna sans se retourner.
Elle rentra à l'hôpital, plus droite, plus solide. Louis allait mieux. Les soins faisaient effet. Son visage reprenait des couleurs. Il lui montra un dessin où elle figurait avec une cape comme une super-héroïne. Elle sourit, le cœur serré, et accrocha le dessin au mur. Les jours suivants, elle s'immergea davantage dans la lecture. Rapport, mémo, bilan. Elle apprit à lire entre les lignes, à repérer les failles, les jeux d'intérêt. Elle découvrit aussi des notes de réunions internes, où il était question de résistance à certaines décisions prises récemment par Julien. Des membres du conseil voulaient visiblement le pousser vers la sortie. Et Claire comprit alors que son mariage avec lui n'était pas un simple geste de compassion. C'était une manœuvre, un obstacle légal à ceux qui tentaient de le destituer. En tant qu'époux, il ne pouvait pas être écarté aussi facilement sans déclencher une clause de protection patrimoniale qu'il avait rédigée dans les statuts. Mais elle vit aussi autre chose, une vulnérabilité dans ces documents, quelque chose qui ressemblait à un chantage déguisé, une faille que certains attendaient pour frapper. Et c'est là qu'elle décida d'agir. Elle prit rendez-vous avec un journaliste qu'elle savait indépendant, réputé pour son intégrité. Elle lui parla de manière détournée, sans nommer Julien, sans évoquer le mariage. Elle posa des questions sur les protections internes d'une entreprise en cas de changement de direction, sur les liens entre conseil d'administration et vie privée. Le journaliste, intrigué, lui demanda pourquoi tout cela l'intéressait. Elle sourit et répondit simplement « Disons que je cherche à comprendre comment fonctionne le pouvoir et comment il se défend. » Ce même soir, elle reçut un appel de Julien. Sa voix était plus grave que d'habitude. « Tu as bouleversé certaines choses aujourd'hui. Des gens commencent à te voir autrement. C'est ce que tu voulais, non? Une alliance? Alors j'agis en allié. Tu n'es pas une simple alliée, Claire. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Ce n'était qu'un début. Mais elle sentait que pour la première fois, les rôles s'inversaient. Elle n'était plus seulement celle qui avait besoin d'être sauvée. Elle devenait celle qu'il fallait désormais écouter. Le ciel était d'un gris uniforme, ce jour-là, comme si même la lumière hésitait à éclairer ce qui allait suivre. Claire, en sortant de l'hôpital après une longue journée à veiller sur Louis, sentit l'atmosphère pesante, une tension diffuse dans l'air. Elle ne savait pas encore que tout allait basculer dans les heures suivantes. À peine eut-elle franchi la porte de l'appartement qu'un appel de maître Lacroix la prit de court. La voix de l'avocate, habituellement calme et posée, trahissait cette fois une inquiétude réelle. « Claire, il faut que vous soyez très prudente. Quelque chose se prépare. J'ai reçu une demande officielle pour invalider certaines clauses du contrat de mariage sous prétexte de vice de consentement. C'est absurde. Tout a été fait dans les règles. Justement. Et c'est ce qui dérange. On cherche à vous faire signer un avenant qui annulerait la protection patrimoniale prévue initialement. Ne signez rien sans moi, vous m'entendez? Qui est derrière ça? Des membres du conseil. Mais ils ne se montreraient jamais. À visage découvert. C'est trop risqué, faites attention. » Claire raccrocha la gorge nouée. Elle n'avait jamais imaginé qu'on essaierait de la déposséder aussi vite, aussi brutalement. Elle pensa immédiatement à Julien. Il devait savoir. Il devait la prévenir. Pourtant, son téléphone resta silencieux. Aucun message, aucun appel. Un vide qui prenait une signification de plus en plus menaçante. Ce n'est que le lendemain. Matin qu'elle comprit pourquoi. Elle ouvrit les rideaux de la chambre et vit sur son écran de téléphone une alerte d'actualité. Le PDG de Delattre Technologies, victime d'un grave accident de la route, en état critique. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle lut l'article en entier, les mots se brouillant devant ses yeux. L'accident avait eu lieu la veille au soir, à la sortie d'un dîner professionnel. La voiture de Julien avait quitté la route dans une courbe, sans témoin direct, sans cause encore identifiée. Claire se précipita à l'hôpital. Là, elle dut insister pour obtenir des informations. Seule la reconnaissance de son statut légal d'épouse permit au médecin de l'autoriser à entrer. Julien était allongé dans une chambre aux murs pâles, branché à une multitude de machines. Son visage portait des marques, mais c'est le silence de son corps qui frappa Claire. Il ne parlait pas, ne bougeait pas. « Un coma », expliqua le médecin, induit, dans l'espoir de limiter les lésions. Elle resta longtemps assise à ses côtés sans mots, puis elle pleura, enfin, de rage, de peur, d'épuisement. Tout s'effondrait. Julien, malgré ses secrets,
était devenu un repère, une présence, une force. Et maintenant, il était là, silencieux, fragile, vulnérable comme un enfant. Le soir même, alors qu'elle rentrait chez elle, 2 hommes en costume l'attendaient dans le hall de l'immeuble. Ils se présentèrent comme les représentants du conseil d'administration. Très vite, leur ton devint sec, presque mécanique. « Madame Delattre, dans l'état actuel des choses, nous devons garantir la stabilité de la société. Cela implique certaines formalités. Il est impératif que vous signiez ces documents. » Ils posèrent un dossier sur la table basse de la salle commune. Claire l'ouvrit et lut. Une annulation du mariage, une renonciation aux clauses successorales, une délégation de pouvoir. Tout était formulé dans un langage juridique complexe, mais le message était clair. On voulait l'écarter, discrètement, légalement. Si vous signez, la presse n'en saura rien. Votre fils continuera à bénéficier de soins, et vous recevrez une compensation généreuse, bien sûr. Et si je refuse? Le silence qui suivit sa question en disait long. Les 2 hommes échangèrent un regard, puis l'un d'eux répondit plus froidement. Alors nous devrons revoir la prise en charge médicale, et le soutien médiatique actuel pourrait se transformer en campagne de diffamation. Vous savez, comment fonctionne ce monde, Madame Delattre? Il récompense la discrétion et punit l'insubordination. Claire sentit la peur l'envahir. Mais elle sentit aussi quelque chose de plus fort, une colère glacée, une certitude. Elle ne reculerait pas cette fois. Vous avez votre réponse. Je ne signerai rien. Et je vous conseille de quitter cet immeuble avant que je n'appelle la presse moi-même pour leur parler de vos méthodes. Les hommes se levèrent, mécontents, mais sans protester. Ils savaient que la menace était réelle. Claire, malgré son isolement, avait une chose que beaucoup redoutaient, l'opinion publique. Et un enfant malade, au cœur de cette histoire, pouvait renverser toute leur stratégie. Après leur départ, elle chercha refuge dans l'appartement de Julien, où elle se sentait paradoxalement plus protégée. Là, dans l'entrée, elle trouva son manteau accroché. Et en fouillant ses poches, une curiosité la saisit. Un petit objet métallique, oublié, presque invisible. Un minuscule pendrive. Elle le glissa dans son sac et monta à l'étage. Là, dans le bureau de Julien, elle alluma l'ordinateur personnel. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre que le disque contenait des fichiers protégés, mais pas cryptés. Julien n'avait pas tenté de les cacher de manière professionnelle. C'était comme s'il avait voulu qu'elle les trouve. Elle ouvrit le premier dossier. Des rapports internes, des tableaux de transfert bancaire, des échanges de mails codés entre certains membres de la direction. Ce qu'elle découvrit lui glaça le sang. Une vaste opération de dissimulation, de fonds, de surfacturation, de contrats signés avec des sociétés fictives, et surtout des noms, des visages, des alliances inattendues. Julien n'avait pas seulement voulu se protéger, il avait cherché à protéger l'entreprise de l'intérieur, à bloquer une prise de contrôle corrompue. Et le mariage, elle, le comprit alors, était sa garantie juridique. Une stratégie, un moyen d'empêcher qu'on ne le déloge avant qu'il ne mette tout au jour. Claire referma les fichiers, tremblante. Le silence de Julien n'était pas du mépris. C'était une armure. Et elle, sans le savoir, était devenue sa dernière ligne de défense. Maintenant, c'était à elle de choisir. Garder ce secret, ou faire éclater la vérité. Et cette vérité, elle la tenait dans sa main. Un simple pendrive, léger comme une plume, mais lourd comme un empire. Le lendemain, l'aube s'éleva sur une Claire silencieuse, immobile face à l'écran de l'ordinateur, les yeux rougis par une nuit sans sommeil. Le pendrive de Julien gisait sur le bureau, petit fragment métallique devenu cœur battant d'un réseau d'influence et de mensonges. Les documents qu'elle avait lus dans la nuit se répétèrent dans sa mémoire comme une litanie. Chaque ligne révélait un engrenage soigneusement huilé. Versements occultes à des sous-traitants fictifs, rétrocommissions masquées par des contrats fantômes et surtout une campagne délibérée de manipulation interne orchestrée par des hauts responsables de Delattre Technologies. Elle comprenait maintenant l'ampleur du rôle de Julien. Il n'était pas simplement un homme en fuite ou un patron sous pression. Il était un rempart, un obstacle à la mise à sac programmée de sa propre entreprise. Et ce mariage, loin d'être un acte désespéré, s'avérait une pièce maîtresse d'une stratégie défensive. Par son statut d'épouse, Claire était devenue un verrou légal. Et cela, ceux qui tiraient les ficelles ne pouvaient le tolérer.
Mais ce que Claire n'avait pas encore prévu, c'était que d'autres savaient ce qu'elle détenait. À peine eut-elle quitté l'appartement pour se rendre à l'hôpital que son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita à décrocher puis répondit d'une voix ferme. « Claire Moreau ?»« Oui. Ce que vous avez entre les mains est précieux. Mais il peut aussi être dangereux. Si vous êtes prête à discuter, je peux vous offrir une alternative. Qui êtes-vous? Disons que je représente des intérêts pragmatiques. On peut se rencontrer en lieu neutre. Ce soir, Café Saint-Vincent, 19h. Venez. Seul ?» La ligne coupa. Claire resta figée, le téléphone encore à l'oreille. Elle sentit un froid lui parcourir l'échine. Quelqu'un connaissait l'existence du pendrive, et ce quelqu'un voulait négocier. Elle passa le reste de la journée à réfléchir. Devait-elle y aller? Devait-elle alerter Maître Lacroix? Mais si elle parlait à un journaliste comme elle l'avait envisagé, ne risquait-elle pas de déclencher une avalanche trop violente pour Louis, pour elle, pour Julien lui-même? À 19h précise, elle entra dans le Café Saint-Vincent. L'endroit était modeste, presque vide. Un homme d'une 50aine d'années, costume beige et regard las, lui fit signe. Il ne donna pas de nom. « Merci d'être venu. Nous allons aller droit au but. Vous avez un support de stockage contenant des informations sensibles. Vous ne savez probablement pas tout ce que cela implique. Vous semblez très bien informé. Ce n'est pas vous que nous surveillons, Claire, c'est Julien. Et ce, depuis longtemps. Vous avez simplement eu la malchance ou l'intelligence de tomber sur une pièce essentielle du puzzle. Il sortit un petit étui noir de sa poche qu'il posa sur la table. Voici notre proposition, une somme qui vous permettra de disparaître avec votre fils. Un nouveau départ. En échange, vous nous remettez le support, discrètement. Il n'y aura aucune suite. Claire ne toucha pas l'étui. Et si je refuse? Alors, vous mettrez en danger bien plus que vous ne croyez. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Ces informations, si elles deviennent publiques, ne feront pas tomber que des cadres corrompus. Elles affecteront des familles entières, des carrières politiques, des relations diplomatiques. Ce n'est pas votre combat. Mais c'était celui de Julien. Julien est hors jeu. Il ne s'en relèvera peut-être pas. Vous pouvez encore vous retirer. C'est votre seule chance. Claire le fixa, le cœur battant. Une partie d'elle vacillait. Ce que l'homme disait avait une part de vérité. Elle n'avait pas les outils pour affronter une telle tempête. Mais une autre, partie plus profonde, plus tenace, refusait de céder. Elle pensa à Louis, à l'enfant qu'elle s'était juré de protéger. Elle pensa à Julien seul, inconscient, au courage qu'il avait eu de résister. « Je vais y réfléchir », dit-elle simplement. Elle se leva, laissant l'étui sur la table, et quitta le café. Dans la rue, elle respira l'air froid avec violence, comme pour se réveiller d'un cauchemar. Elle ne pouvait plus douter. Elle était au cœur d'un réseau qui dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. De retour à l'appartement, elle décida de sécuriser le pendrive. Elle fit plusieurs copies, les rangea à différents endroits, encrypta les fichiers avec l'aide d'un logiciel trouvé en ligne. Puis elle prit une décision. Elle contacterait le journaliste qu'elle avait approché quelques jours plus tôt. Pas pour publier immédiatement, mais pour poser les bases d'une collaboration contrôlée. Ensemble, ils décortiqueraient les documents, comprendraient chaque élément, établiraient une stratégie de diffusion progressive. Elle ne voulait pas d'un scandale incontrôlé. Elle voulait que la vérité émerge, mais avec précision, avec intelligence. Le lendemain, elle rencontra le journaliste dans une librairie du quartier latin. Il l'écouta en silence puis accepta. Il comprit que l'enjeu dépassait le sensationnel. Ils établirent un plan. Étape par étape, ils identifieraient les responsables, les circuits de corruption, les manipulations internes. Mais avant tout, elle devait assurer la sécurité de Louis. Elle prit contact avec Maître Lacroix pour organiser un repli temporaire. Une maison dans le sud, appartenant à une cousine de l'avocate, serait leur refuge. Juste le temps que Julien sorte du coma ou que les premières révélations commencent à faire leur effet. Avant de partir, elle retourna une dernière fois à l'hôpital. Elle entra dans la chambre, s'assit à côté du lit. Elle prit la main de Julien. « J'ai compris ce que tu as fait et je vais continuer. Je ne sais pas si tu m'entends, mais je te promets, je ne vais pas laisser tomber. » Elle resta ainsi de longues minutes, la tête posée sur sa main. Puis elle se leva plus droite que jamais. Elle était entrée dans ce monde comme une étrangère.
Elle en devenait maintenant une actrice. Les jours qui suivirent furent d'une tension presque irréelle. Claire, réfugiée avec Louis dans une maison discrète en périphérie d'Aix-en-Provence, ne dormait que par bribes, les nerfs en alerte constante, guettant le moindre bruit, la moindre ombre, avec cette peur sourde d'être retrouvée. La propriété, entourée de champs et protégée par un portail automatisé, lui offrait une sécurité relative. Mais elle savait que les hommes à qui elle avait tenu tête n'étaient pas du genre à abandonner. Le journaliste avec qui elle collaborait avait reçu des messages d'intimidation anonymes. 2 fois, son ordinateur avait été piraté, et 1 fois, quelqu'un avait tenté d'entrer dans son immeuble. Claire, elle, fut suivie en ville, alors qu'elle allait acheter des médicaments pour Louis. Elle s'en rendit compte en observant un homme en blouson sombre qui apparaissait à chaque coin de rue. Mais malgré la peur, elle ne céda pas. Chaque jour, elle envoyait de nouvelles pièces aux journalistes, extraits de contrats, relevés de virements suspects, notes internes. Il travaillait méthodiquement, identifiant les auteurs, vérifiant les informations, constituant un dossier impossible à ignorer. Et peu à peu, les premières fissures apparurent. Un article discret mais précis fut publié dans un journal d'investigation indépendant. Il ne nommait personne, mais exposait les mécanismes généraux de la corruption découverte. Anda. Second article suivi, plus audacieux. Puis un troisième, cette fois relayé par de plus grands médias. La machine était lancée, et avec elle, les représailles. Un matin, Claire reçut un appel de l'école de Louis. Une femme inconnue s'était présentée, prétendant être sa tante, et avait tenté de le récupérer. Heureusement, l'institutrice connaissait bien Claire et refusa. Mais l'incident fut un électrochoc. Elle contacta immédiatement Maître Lacroix, qui fit renforcer la sécurité autour de la maison et engagea un garde temporaire, un ancien policier à la retraite, pour veiller discrètement sur eux. Louis, bien qu'encore affaibli, percevait l'attention. Il posait peu de questions mais restait constamment près de sa mère. Claire lui inventait des histoires rassurantes, parlait de vacances spéciales, de missions secrètes pour super-héros. Mais dans ses yeux, elle voyait l'inquiétude croître. Et c'est alors, au plus fort de la tourmente, qu'elle reçut l'appel qu'elle n'attendait plus. Un médecin de l'hôpital de Paris. « Madame Delattre, Julien est sorti du coma. Il vous a demandé. » Le monde sembla s'arrêter. Elle organisa son retour immédiatement. Louis resta dans le sud, sous la garde d'une amie proche de l'avocate. Claire, elle, prit un train de nuit. Tout au long du trajet, elle relut mentalement tout ce qui s'était passé. Le mariage, le scandale, la lettre, le pendrive, les menaces, les révélations. Et surtout, elle repensa au silence de Julien, à sa solitude, à ce qu'il avait enduré sans jamais plier. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital, l'aube n'était pas encore levée. Elle monta directement au service de soins intensifs. Julien était là, amaigri, pâle, mais les yeux ouverts. Lorsqu'il la vit, un léger sourire étira ses lèvres. « Tu es là ?» Elle s'approcha, s'assit à ses côtés. « Tu as cru que je ne viendrais pas ?» Il ferma les yeux un instant. « J'ai eu peur que tu partes, que tu m'en veuilles. J'ai failli partir, Julien. Mais j'ai compris. J'ai vu ce que tu essayais de faire. J'ai vu à quel point tu t'es battu seul. » Il hocha lentement la tête, la voix faible. « Je ne voulais pas t'impliquer, mais j'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais croire. Et tu as pris la pire méthode pour me le montrer, » répondit-elle sans colère. « Mais tu as choisi une femme têtue. J'ai pris le relais pendant que tu dormais. Les articles sont sortis. Les noms commencent à apparaître. » Julien ouvrit les yeux, surpris. « Tu as tout révélé ? » ?»« Pas tout, mais suffisamment. Le reste viendra. » On construit un dossier, solide, inattaquable. Ils savent que je ne suis pas seul. Il la regarda avec une intensité nouvelle. « Tu m'as sauvé, Claire. »« Non, Julien, tu t'es sauvé tout seul. Moi, j'ai juste allumé la lumière pour que les autres voient. » Un silence doux s'installa entre eux. Puis Julien demanda « Louis ? Il va bien. Il est en sécurité. Et il m'a dit que j'étais une super-héroïne. » Julien sourit plus franchement cette fois. Il a raison. Elle prit sa main. Ce geste simple prit une signification nouvelle. Il n'y avait plus de contrat, plus de manœuvre. Il y avait un homme et une femme, brisés mais debout. Le médecin entra pour interrompre la visite, mais Claire n'avait pas besoin de rester plus longtemps. Ce qu'ils avaient à se dire, ils l'avaient dit. Le reste viendrait. En sortant de l'hôpital, elle alluma son téléphone. Un message du journaliste clignotait.
Article final prêt, tu veux qu'on publie demain? Elle tapa une réponse simple. Oui, le monde doit savoir. Puis elle leva les yeux vers le ciel. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit l'air plus léger. Ce n'était pas la fin. Mais elle savait maintenant que le pire était derrière elle. Claire passa les 2 jours suivants à naviguer entre l'hôpital, les bureaux de son avocate et les réunions confidentielles avec le journaliste qui, désormais, dirigeait un petit groupe de rédacteurs déterminés à faire tomber le réseau, corrompu dévoilé par les fichiers de Julien. L'affaire, maintenant connue sous le nom de scandale de Lattre, avait fait la une des journaux économiques et politiques. Des personnalités publiques s'étaient prononcées. Des appels à l'enquête parlementaire s'élevaient. Et pourtant, au milieu du chaos, elle ne cherchait plus la justice uniquement pour l'entreprise. Elle voulait comprendre quelque chose de bien plus intime, ce qu'elle représentait pour Julien, ce qu'ils représentaient désormais l'un pour l'autre. Julien avait été transféré dans une chambre plus calme et sa santé s'améliorait, de jour en jour. Il retrouvait ses forces lentement, mais son esprit, lui, semblait clair, vif, même plus lucide qu'avant. Claire lui rendait visite tous les après-midi. Il parlait à voix basse, loin des regards et du bruit. Il parlait de Louis, d'avenir, de tout, sauf de ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Jusqu'à ce matin-là où tout bascula. Il l'attendait assis, déjà habillé d'un simple sweat gris, les yeux tournés vers la fenêtre. « Je t'ai demandé de venir tôt, » dit-il sans se retourner, « parce que je ne veux plus fuir ce que je te dois. » Claire referma doucement la porte derrière elle et s'approcha silencieuse. « Tu ne me dois rien, Julien. On s'est sauvés l'un l'autre, chacun à notre manière. » Il hocha lentement la tête, puis tourna son visage vers elle. « Tu te rappelles de ce que tu m'as dit à mon réveil? Que tu avais compris ce que j'avais fait. Ce n'est pas vrai, pas entièrement, parce que tu ne sais pas encore ce que j'ai fait avant de te rencontrer. » Il sortit de la table de chevet une enveloppe brune, la lui tendit. Claire l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une série de documents officiels, des actes notariés, des transferts de propriété, des statuts juridiques. Au centre, un nom ressortait « Fondation Louis Moreau ». J'ai commencé les démarches juste avant l'accident. Une fondation privée, autonome, dédiée au soutien médical des enfants dans des situations critiques. Elle sera entièrement financée par un transfert de 20% de mes parts dans l'entreprise. Tu seras l'administratrice principale et Louis en sera le bénéficiaire à vie. Claire resta sans voix. Les documents étaient déjà enregistrés. Tout était légal, irréversible. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu as mis ta vie de côté pour ton fils. Parce que tu as pris des risques que moi-même je n'aurais pas osé prendre pour protéger une vérité qui ne te concernait pas au départ. Et parce que je voulais que, quoi qu'il arrive entre nous, tu sois libre, que tu n'aies plus jamais à te plier pour survivre. Elle sentit sa gorge se nouer. C'est ta manière de me dire que tu m'aimes. Il esquissa un sourire. Non, c'est ma manière de te dire que je suis prêt à apprendre à aimer. Que je veux t'aimer, mais sans contrat, sans pression, sans dette. Claire s'assit, lentement, les yeux brillants. Elle tenait les papiers contre elle comme on tiendrait une lettre précieuse. Et si je refuse tout ça? Tu es libre de le faire. Mais je te demanderai une seule chose. Reste. Pas pour moi. Pour nous. Pour ce qu'on peut encore construire. Ils se regardèrent longuement. Le silence entre eux n'était plus vide. Il était rempli d'une attente nouvelle, douce, incertaine, mais sincère. Le lendemain, Claire retourna à la maison du Sud pour retrouver Louis. Il l'attendait dans le jardin, un dessin à la main. Il avait représenté une grande maison, avec un jardin, elle et lui en train de planter des fleurs. Il leva les yeux vers elle. « Maman, on va rentrer chez nous maintenant ?» Elle sourit et le serra contre elle. « Oui, mon cœur, on rentre. » Elle passa les jours suivants à préparer leur retour à Paris. Cette fois, ce n'était plus une fuite, ni un exil. C'était un retour choisi. Elle mit aussi en place les premiers jalons de la Fondation Louis Moreau, avec l'aide de Maître Lacroix. Des statuts furent rédigés, des partenaires contactés, et peu à peu une équipe se forma autour d'elle. Un soir, alors qu'elle terminait une réunion, elle reçut un message de Julien. « Demain, événement de la Fondation. J'aimerais que tu sois là, que tu montes sur scène avec moi. » Elle hésita. Elle savait que cette décision serait un point de bascule. Elle passa la nuit à y réfléchir, le cœur battant. Ce n'était plus une question de stratégie, ni de peur. C'était une question de choix. Le lendemain, elle enfila une robe simple mais élégante.
Elle rejoignit le lieu de l'événement, un ancien théâtre reconverti en salle de conférence. Julien l'attendait dans les coulisses. Lorsqu'il la vit, il s'approcha, lui tendit la main. « Je suis heureux que tu sois venu. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais dire. Alors dis ce que tu ressens, pas ce que tu crois que les gens attendent. » Quelques minutes plus tard, ils montèrent sur scène ensemble. L'assemblée se leva, les caméras tournaient, Julien parla en premier, retraça l'histoire de la fondation sans jamais entrer dans les détails de leur relation. Puis il se tourna vers elle. « Claire, veux-tu dire quelques mots ?» Elle s'approcha du micro, lissa sa robe, inspira profondément. « Je suis ici aujourd'hui parce que quelqu'un m'a tendu la main sans rien attendre, et parce qu'au lieu de me retirer, j'ai choisi de rester. Pas pour l'argent ni pour la gloire, mais parce que parfois, au milieu du chaos, il existe des moments de vérité. Et j'en ai trouvé un ici. » Elle s'arrêta, puis ajouta « Il y a des liens qui ne naissent pas du sang, ni des promesses. Ils naissent du courage partagé. Et aujourd'hui, je choisis d'en construire un, non pas par obligation, mais par volonté. » Elle tourna les yeux vers Julien, et dans ce regard, il comprit ce qu'elle ne disait pas encore à voix haute. Elle n'avait pas seulement décidé de rester. Elle avait peut-être décidé d'aimer. Le vent d'automne balayait doucement les feuilles dans les allées du parc Montsouris lorsque Claire, assise sur un banc près du lac, feuilletait un épais dossier de documents liés à la Fondation Louis Moreau. Depuis son lancement officiel, l'initiative avait pris une ampleur qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. De simples promesses inscrites sur du papier, la Fondation était devenue en quelques semaines une entité concrète, avec une équipe motivée, des financements solides et surtout des projets pilotes en cours dans plusieurs hôpitaux publics. Claire, qui ne s'était jamais imaginée à la tête de quoi que ce soit, se retrouvait chaque jour à gérer budget, partenariat et parfois à intervenir dans des cas d'urgence où son expérience de mère et non de dirigeante faisait toute la différence. Julien, désormais sorti d'affaires, avait repris partiellement ses activités chez Delattre Technologies, mais avec une présence plus mesurée, laissant volontairement les projecteurs sur Claire et la Fondation. Il ne la pressait pas, ne lui imposait rien, se contentant de l'accompagner, de l'écouter. Leur relation, loin de s'emballer dans une romance fulgurante, évoluait lentement, avec des gestes simples, des silences partagés, des regards qui disaient plus que les mots. Louis, lui, s'épanouissait dans sa nouvelle école. Après des mois de traitements intensifs et de séjours prolongés à l'hôpital, il retrouvait une vie presque normale. Claire l'accompagnait tous les matins, le déposait en lui caressant les cheveux et attendait toujours de le voir franchir les grilles avant de repartir. Il avait de nouveaux amis, une institutrice qu'il adorait et des rêves à nouveau pleins de couleurs. Mais malgré cette nouvelle stabilité, Claire n'était pas encore apaisée. Elle vivait dans une dualité constante. D'un côté, la gratitude pour ce que Julien avait rendu possible. De l'autre, le poids de tout ce qu'ils avaient traversé, la méfiance résiduelle, la peur de se laisser aller à quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. Julien semblait le comprendre, respectait ses silences, acceptait qu'elle ne veuille pas encore parler d'eux comme d'un « nous ». Ce fut lors d'un événement organisé pour fêter la première opération financée par la Fondation, une greffe de moelle osseuse pour une fillette de 8 ans, que cette tension intérieure atteignit son apogée. La salle, sobrement décorée, rassemblait médecins, familles, journalistes et bénévoles. Claire devait prononcer un discours. Elle le rédigea à la dernière minute, entre deux réunions. Quand elle monta sur scène, les lumières l'éblouirent brièvement. Elle chercha Julien du regard. Il était là, assis au premier rang, ses mains croisées sur les genoux. « Mesdames, messieurs, » dit-elle en s'approchant du micro, « je ne vais pas parler longtemps. Parce que ce que nous célébrons ce soir ne se mesure pas en mots. C'est la vie d'un enfant. Et derrière cette vie, il y a d'autres vies. Celles des médecins, des parents, des équipes qui ne comptent pas leurs heures. Mais il y a aussi l'histoire d'une rencontre. » Elle marqua une pause, observant l'auditoire. « Je suis entré dans ce monde par hasard, ou plutôt par nécessité, et j'y suis resté par conviction. Parce que j'ai compris que certaines décisions, même les plus improbables, peuvent donner naissance à des réalités que personne n'osait espérer. » Elle se tourna vers Julien, les yeux soudain plus brillants. « Il y a quelques mois, je pensais que ma vie s'effondrait. Aujourd'hui, je suis là, debout, parce qu'un homme m'a tendu la main. Mais surtout, parce que j'ai décidé de ne pas la lâcher, ni cette main, ni cette chance. » Un murmure parcourut la salle,
Claire inspira profondément. Ce que nous avons construit ici ne repose pas sur des promesses faites à la hâte. Il repose sur la confiance, sur la lente, difficile, mais belle construction d'un avenir où chacun peut être utile à l'autre, où personne n'est jamais trop faible pour faire la différence. Elle remercia l'auditoire et descendit de scène. Les applaudissements retentirent, chaleureux, sincères. Julien la rejoignit en coulisses. Il ne dit rien, mais son regard était chargé de quelque chose qu'il n'avait jamais osé exprimer pleinement. Claire, cette fois, ne se détourna pas. Ils passèrent le reste de la soirée à recevoir les félicitations, à répondre aux questions de la presse, à trinquer avec les médecins. Puis plus tard, lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans la voiture qui les ramenait chez eux, un silence doux les enveloppa. « Tu as été remarquable », murmura Julien. « Je n'ai dit que la vérité. » Il la regarda. « Et est-ce que cette vérité inclut nous ?» Claire hésita, puis elle répondit sans détour. « Je ne suis pas encore prête à me déclarer, pas de la façon que tu attends, mais je ne suis plus en fuite non plus. Je ne regarde plus derrière moi. Je veux voir où cela nous mène. » Julien acquiesça sans insister. Il comprenait. Mieux que quiconque, il savait ce que cela coûtait de faire confiance à nouveau. Les jours suivants furent paisibles. Pour la première fois depuis longtemps, Claire ne se leva pas avec l'angoisse au ventre. Elle consacra ses matinées à la fondation, ses après-midi à Louis et parfois ses soirées à Julien, sans qu'aucune règle ne les y oblige. Ils partagèrent des dîners simples, des promenades au bord de la Seine, des silences qui ressemblaient à des promesses. Un matin, elle trouva sur la table un cahier appartenant à Louis. Il y avait dessiné une maison, un jardin, un chien, et au centre, 3 personnages se tenant par la main. En dessous, il avait écrit maladroitement « Moi, maman et Julien ». Elle resta longtemps à observer ce dessin. Quelque chose lentement se reconstruisait, et cette fois, c'était elle qui tenait le pinceau. La grande salle du Palais des Congrès de Paris était pleine à craquer. Des centaines d'invités s'étaient réunis pour célébrer le premier anniversaire de la Fondation Louis Moreau. Des visages venus de tous les horizons, médecins, familles, mécènes, collaborateurs, anciens patients, s'étaient déplacés pour saluer une initiative qui avait déjà changé de nombreuses vies. Claire, dans les coulisses, jetait un dernier regard à ses notes. Elle portait une robe d'un bleu profond, élégante, sans ostentation, et ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche, qui laissait quelques mèches encadrer son visage. Elle n'avait pas dormi beaucoup la nuit précédente, non pas à cause de l'angoisse, mais parce qu'elle sentait que quelque chose d'essentiel se jouerait ce soir. Julien l'observait à distance, silencieux. Depuis plusieurs semaines, il ne lui posait plus de questions. Il respectait son rythme, ses hésitations, les silences qu'elle s'accordait. Il n'avait pas cherché à précipiter les choses. Il avait compris que l'amour, dans son cas, n'était pas une évidence à conquérir, mais un refuge à mériter. Et ce soir, plus que jamais, il savait qu'il devait attendre, que tout dépendait d'elle. L'événement battait son plein. Plusieurs intervenants avaient déjà pris la parole, retraçant les succès de la Fondation, présentant les projets à venir. Puis vint le moment le plus attendu. Le présentateur annonça le discours de clôture. Claire s'avança lentement sur scène. Les projecteurs l'accueillirent, chauds et aveuglants, et un tonnerre d'applaudissements l'accueillit. Elle attendit que le silence revienne. Puis elle parla. « Quand j'ai fondé cette organisation, je n'étais pas prête. Je ne me sentais pas légitime. Je n'avais pas de diplôme en gestion, pas d'expérience en direction, rien d'autre qu'une colère immense et un amour inépuisable pour un enfant malade. » Elle marqua une pause, cherchant dans la salle un point d'ancrage. Elle trouva le regard de Louis assis au premier rang à côté d'une bénévole. Il lui fit un petit signe de tête, sérieux comme s'il comprenait l'importance du moment. Mais j'ai appris qu'on pouvait porter un projet avec plus que des compétences, avec de la persévérance, du respect, de l'humanité. J'ai appris qu'il n'y a pas de vie trop modeste pour faire une différence, et surtout, j'ai appris qu'il n'y a pas de vérité durable sans courage. Elle prit une inspiration. Mais ce soir, je veux vous parler d'autre chose, de ce qui ne figure dans aucun rapport, dans aucune stratégie. Je veux vous parler d'un choix. Les murmures s'éteignirent. Il y a 1 an, j'ai signé un contrat que je ne comprenais pas totalement. Un mariage qui n'en était pas un arrangement qui semblait dénué de sens mais portait en lui, sans que je le sache, les germes d'un bouleversement. Ce contrat, je l'ai d'abord subi, puis j'ai commencé à y réfléchir, à en comprendre les raisons, à en voir la beauté cachée derrière la peur.
Elle tourna légèrement la tête vers Julien. Cet homme que j'ai épousé dans le silence d'une salle administrative m'a offert plus qu'un nom. Il m'a offert une possibilité, celle d'exister autrement, de reconstruire, de protéger, d'espérer. Et aujourd'hui, je veux transformer cette possibilité en réalité, non par obligation, non par stratégie. Un silence total régna dans la salle. Claire fit un pas en avant. Je veux vous dire que je garde ce mariage, non pas par devoir, mais par choix. Parce que j'ai vu cet homme pleurer sans qu'on le voie. Parce que j'ai vu mon fils sourire à ses côtés. Parce que j'ai trouvé dans cet amour né du chaos quelque chose d'étrangement pur. Des larmes se formèrent dans les yeux de plusieurs personnes dans la salle. Le public, suspendu à ces mots, n'osait respirer. Je veux continuer cette vie à trois, pas comme une famille parfaite, mais comme une famille vraie, incomplète, un peu cabossée, mais profondément sincère. Puis, elle ajouta, d'une voix ferme, « Alors ce soir, devant vous tous, je le dis clairement, Julien, je choisis de rester marié avec toi, mais cette fois, par amour, et sans aucune clause. » Julien se leva lentement, submergé. Il monta sur scène, marcha vers elle. Lorsqu'il arriva à sa hauteur, il ne dit rien. Il l'enlaça doucement, respectueusement. Puis, pour la première fois en public, il l'embrassa. Un baiser simple, sans artifice, mais chargé de tout ce qu'il n'avait jamais su mettre en mots. Les applaudissements éclatèrent. Certains se levèrent, d'autres pleuraient ouvertement. La scène, retransmise en direct, fit le tour du pays en quelques minutes. Sur les réseaux sociaux, les images de Claire et Julien devinrent un symbole inattendu, celui d'une renaissance, d'une vérité sentimentale dans un monde cynique. Pendant que les flashs crépitaient et que les journalistes se pressaient, Louis en coulisses termina un dessin. Il l'avait commencé pendant le discours, un simple croquis au crayon. On y voyait 3 silhouettes se tenant par la main devant une grande maison entourée de soleil. En dessous, il avait écrit avec son écriture d'enfant « Nous 3, pour toujours ». Claire, en sortant de scène, le serra dans ses bras. Et dans ce moment suspendu, elle sut que tout avait valu la peine.